Sri Lanka dégage tout de suite un mélange de fatalisme et de convivialité qui berce le visiteur. On approche pourtant de Colombo, qui n'est plus très sûr depuis l'attentat à la bombe de janvier 1996. La rébellion des Tamouls n'altère pas l'accueil du touriste. Ce circuit frôlera partout la courtoisie naturelle de tout un peuple. Un peu partout, les conditions de vie semblent rudimentaires, comparées à celles du voyageur bien mieux loti. Mais le sang neuf ne manque pas. Un tiers de la population a moins de 15 ans. En principe, il est interdit de photographier ou de filmer quoi que ce soit dans la gare de Colombo. Mais la police fait semblant de ne rien voir. Les trains comportent 3 classes et sont généralement bondés. C'est l'occasion pour le touriste de jauger maint courant de sympathie. Le réseau ferroviaire, tout comme d'ailleurs les transports par bus, laisserait à désirer. Mais dans toutes les gares du monde se croisent les destinées. Pour 2 semaines, nous voici donc Sri Lankais d'adoption. Il faut savoir se contenter de la moindre attraction. Les tricycles et autres pousse-pousse sont un des charmes de l'Orient. Un séjour en Asie, c'est le dépaysement assuré. L'accueil y est chaleureux, pourvu qu'on respecte Bouddha omniprésent. Le bouddhisme domine. Il est pratiqué par le groupe ethnique des Singalais, soit environ 75% de la population. Cinq minutes pour photographier le bâtiment, l'hôtel de ville. Ça c'est le quartier là où il existe toute la tranquillité et le calme. Voilà, un hôtel en face de notre autocar, l'hôtel. Il est en construction. Voilà, monsieur, dame, l'enfer de cette ville. Parce que le camion ne vient pas tous les jours pour ramasser les ordures. Même les gens qui habitent, comme on dit, bidonville, qui ne connaissent pas la propreté, qui jettent partout les ordures. Le minaret, le minaret là-haut. Ça c'est le quartier vivant. Et c'est là que les gens qui font n'importe quoi ici pour gagner la vie. Il y a des loteries et des lotos et tout ça. Colombo et sa banlieue comptent plus d'1 million d'habitants. Sri Lanka en totalise plus de 18 millions. C'est une des régions les plus peuplées d'Asie. Histoire et légende sont inextricables. Le visiteur s'y fourvoie avec délice. C'est un mariage. Et, une fois de plus, l'occasion de mesurer la tolérance envers les touristes.
Cette noce a pu être filmée de bout en bout sans la moindre difficulté. Vers 380 avant Jésus-Christ, le roi Pandukabhaya décide de construire ce qui deviendra la prestigieuse capitale de Ceylan, Anuradhapura. 1 millier de serviteurs sont alors chargés de l'entretien et du nettoyage. Plus de 2 millénaires ont passé. Les serviteurs sont toujours là. C'est l'accueil typiquement asiatique, pour dénominateur commun, un large sourire. Hello. Bonjour. Bonjour. Le pittoresque s'estompe au fur et à mesure qu'on avance. Le voyageur occidental, plutôt bien nanti, découvre autre chose. Les sages, qui sont pauvres, se sont mis au diapason. 3 siècles avant Jésus-Christ, en Inde, sous un arbre sacré, le prince Siddhartha médite tant et tant qu'il trouve l'illumination et devient Bouddha. La misère de ce monde y trouve toujours une forme de salut selon 4 saintes vérités. La douleur universelle, l'origine de cette douleur, sa délivrance, son anéantissement. Il y a des prêtres, ce sont des prêtres hindous, qui vont correspondre aux dieux. Ils sont placés là-bas sur l'autel quelques images des dieux hindous. À côté de cet arbre est un site qui est destiné aux bouddhiques. Voici donc plus de 2 millénaires, un rejeton de l'arbre sacré est apporté d'Inde et planté à Sri Lanka. Les bouddhistes vénèrent ici le plus vieil arbre du monde. Et il y a certains quand même qui sont faits des vœux là-bas. Ils viennent ici, ils déposent quelques larçons, ils déposent quelques paniers de fruits. Ils sont venus la chercher. « 1600 colonnes de 3,80 m, taillées dans le granit, soutenaient jadis les 9 étages du palais de bronze. C'était un grand monastère, couvert d'un toit de bronze. Cette immense structure pouvait accueillir 1 millier de moines bouddhistes.
En fait de religion, le bouddhisme est un code moral. Il recouvre un large éventail de croyances. Toutes ont pour origine l'illumination de Bouddha au nord de l'Inde, voici quelques 2500 ans. Au XXe siècle apparaît le bouddhisme progressiste de Sri Lanka, une tendance militante et politisée. Mais tout cela reste assez touffu. Ils sont restés dans les monastères, dans les grottes. La philosophie bouddhiste, basée sur le détachement, effleure tout juste le touriste, peu enclin à la méditation et encore moins au renoncement des biens terrestres. Arrondissement de la ville, quadrillé par des voies agréables. Dans le nord-est de Pékin, subsiste un centre de bouddhistes tibétains qui a survécu à la révolution culturelle. Faute de temps, la visite sera un peu expéditive. Dommage, mais Pékin en 8 jours ne peut se visiter qu'au pas de gymnastique. On rend hommage à Tsongkhapa, réformateur du bouddhisme tibétain au XVe siècle. De vieux moines, invisibles, vivent encore ici. Ils sont rejoints par des novices venus de la Mongolie intérieure. Au XVIIIe siècle, un prince de la dynastie des Qing vit ici. En 1732, il cède sa demeure au lama, baptisé Palais de l'Éternelle Harmonie. Des clochettes bordent les toits. Ces pieux tintements sonnent au vent en l'honneur des 10 000 Bouddhas abrités dans un pavillon. Une note folklorique nous permet d'émerger du Tibet en douceur. Ces étranges annales alignent sur la pierre l'histoire ancienne de la Chine, devant laquelle on glisse sans rien pouvoir déchiffrer. Par ailleurs, la bibliothèque de Pékin renferme quelques 10 millions de volumes, tout aussi hermétiques pour l'étranger. Ces fresques édifiantes nous ramènent au présent, marqué par la révolution culturelle. Après ceux de Londres, Moscou, New York et bien sûr Paris, nous découvrons le métro de Pékin, qui ne comporte que 2 lignes. À peu de choses près, c'est tout à fait le métro de Paris. Ce n'est pas très cher, et comme chez nous, bondé aux heures de pointe. À 50 km au nord de Pékin, au pied d'une chaîne de montagnes, nous sommes à l'abri des mauvais esprits errants. C'est là que sont enfouies les sépultures des mines. 16 empereurs ont régné de 1368 à 1644. 13 d'entre eux sont enterrés ici. La construction des tombeaux s'étale sur 235 ans, de 1409 à 1644. Les bâtiments externes sont trop bien rénovés. Ils y perdent un peu de mystère et d'authenticité. Quant à la partie souterraine,
elle est interdite aux photographes. Les tombes impériales sont enfouies à 30 mètres de profondeur et réparties sur 40 km². Seules 2 d'entre elles, aujourd'hui, sont entretenues et visitées. L'artisanat local profite du flux touristique. Les tombeaux des Ming sont aussi une promenade idéale pour les Pékinois. On s'écarte de la Chine impériale. Pas sûr que la dynastie des Ming ait grand-chose de commun avec ce trône ambulant. Ces animaux mythiques bordent une allée sacrée qui fait partie des tombeaux des Ming. Les mandarins de la Chine impériale veillent toujours. Ils sont secondés par un garde motorisé qui longe les 7 km de la voie des esprits. On peut renverser les rôles et imaginer que ce sont les esprits impériaux qui nous regardent passer. À 80 km au nord-ouest de Pékin, sur la montagne, serpente un monument colossal. Déjà au 5e siècle avant Jésus-Christ, sont édifiés des remparts en terre. 2 siècles avant notre ère, le premier empereur de Chine reprend cette idée. Ce projet surhumain est alors le seul capable de résister aux invasions des barbares. Des restaurations se succèdent, surtout au XVe siècle, sous la dynastie des Ming. Jadis, la Grande Muraille dissuadait les envahisseurs. Aujourd'hui, elle attire les touristes du monde entier. On visite surtout des tronçons restaurés à des fins touristiques. C'est devenu une promenade d'agrément, tout juste fouettée par un vent frisquet. Mais cette construction gigantesque a coûté la vie à des centaines de milliers de bagnards qui y ont laissé leur peau. À intervalles réguliers, des tours de guet logeaient les sentinelles. Cet incroyable rempart mesure en moyenne 8 mètres de haut sur 6 mètres de large. Des vestiges zigzaguent sur plus de 6000 km. On se plaît à dire que c'est le seul ouvrage sur Terre visible de la Lune, ce que contestent les scientifiques. Au pied de la Grande Muraille, ce ravissant intermède.
Comme tant d'autres métropoles, Pékin revêt l'apparence d'une cité grouillante. Au sud de la ville, loin de toute logique ou science moderne, cette agitation s'estompe à l'approche d'un parc gigantesque dédié au ciel. Notre guide Liu nous rappelle que selon la pensée chinoise, le ciel était rond et la terre carrée. Les Chinois ont toujours été intrigués par l'ordre du ciel. Leur théorie géocentrique accouche d'un globe céleste, toujours en vigueur au XVIIe siècle, alors que déjà, durant les 2 siècles précédents, Copernic bouleverse l'astronomie, suivi par son disciple Galilée, qui confirme « la Terre est bien ronde et elle tourne ». Mais en Chine, on n'en est pas encore là. Au solstice d'hiver, l'empereur se charge des péchés de son peuple. Et pour apaiser son courroux, il entre en communication avec le ciel que représente cette plateforme circulaire. Dans l'axe s'alignent l'autel du ciel, la voûte impériale et le temple de la prière pour de bonnes récoltes. Le dialogue entre le ciel et l'empereur n'est pas toujours fructueux. En 1889, la foudre détruit le sanctuaire. Le palais sera reconstruit l'année suivante d'après son plan original. L'ensemble couvre près de 300 hectares. En somme, nous marchons ici en plein ciel, comme le veut cet aménagement grandiose qui remonte à la dynastie des Ming au XIVe et XVe siècle. Toute construction suit ce même principe. Une enceinte carrée, comme la terre, qui renferme une succession de bâtiments ronds, comme le ciel. Le temple du ciel passe pour être le plus beau de Chine. Cela s'entretient. Dans une ville surpeuplée, les jardins impériaux ménagent des espaces conviviaux. Ce psychodrame obéit à des codes particuliers déroutants pour les Occidentaux. L'art du batik trouve son origine en Indonésie. Il est apparu en Europe au XVIIe siècle et au passage s'est introduit à Ceylan. Batik signifie point ou pointillé et par extension dessiné. Le tissu est enduit d'une couche de cire. Les surfaces, correspondant au motif, ont été dégagées au grattoir. Elles sont donc les seules à absorber la couleur. D'abord, nous sommes fait le dessin, il y a des dessinateurs qui font le dessin. Ils sont fait tout dans l'imagination, jamais de mon fait.
Ce qu'on a vu se fabriquer est toujours plus tentant à l'achat. C'est bien. Ça, c'est soie, plus délicat de tout. C'est là un tableau. J'ai travaillé avec les petits points comme ça. Les élégantes de Ceylan trouvent ici de fort beaux saris, mais cela n'intéresse guère le touriste. Une infinie variété de batiks se destine plutôt à une décoration exotique. Dépaysement total assuré. Il y a un gros nuage noir qui arrive là. Ah, le temps se gâte, mais le soleil revient vite sous les tropiques. L'étape suivante, toute proche, se situe à Candie, au cœur de Ceylan. Jusqu'à donc là, manger je ne sais où. Nous sommes au cœur de l'île et de la région montagneuse. Une exquise fraîcheur est due à l'altitude. Un printemps éternel tranche sur la moiteur du littoral et l'air sec des plaines. Candie est une ville tranquille au bord d'un lac. Candie est le noyau spirituel et culturel. Mais une toute autre curiosité nous attend. À Sri Lanka, c'est une des attractions les plus populaires, derrière laquelle, cependant, se profile le drame des tout jeunes pachydermes, abandonnés ou orphelins, pour lesquels le gouvernement a créé cet orphelinat. Celui-là est déjà grand. Il a été élevé au biberon. Plusieurs bouteilles de lait par jour ne sont pas de trop. Et si cela traîne, on se met en colère. Le cornac se prend forcément d'affection pour ses jeunes protégés. Le spectacle est attendrissant. L'orphelinat peut accueillir jusqu'à 50 jeunes éléphants. Ces pensionnaires ont déjà du caractère. Quand il sera adulte, il lui faudra chaque jour plus de 200 kilos de nourriture et 100 litres d'eau. Des liens durables unissent l'homme et les animaux. Un cornac accompagne les mêmes éléphants toute leur vie. On capture et on domestique les éléphants depuis 2000 ans. L'arrivée des Européens accentuera les dégâts. Au XIXe siècle, les chasseurs et les exploitants agricoles commettent d'incroyables massacres. Ces atrocités semblent aujourd'hui révolues. Il n'empêche que l'avenir des éléphants reste délicat. Que n'était joli, que dit ton tonton. Oh oui, oh. Ces grosses bébêtes nous attendrissent jusqu'aux caresses les plus bêtifiantes. Au début du siècle, Ceylan compte environ 12 000 éléphants sauvages. Aujourd'hui, on n'en dénombre plus que 3 000, dont 2 500 domestiqués et 500 sauvages. Ceux-là sont domestiqués.
Et dans la région de Candie, ces charmantes grosses bêtes ne semblent gêner personne. Elles sont même devenues une attraction permanente pour un public qui les adule. L'éléphant d'Asie est moins gros que son cousin d'Afrique, qu'on ne parvient pas à domestiquer. Il a des oreilles plus petites que lui, mais pèse quand même jusqu'à 5 tonnes. C'est le cas de le dire, ici, tout baigne. Mais cette situation idyllique s'estompe au sud de Sri Lanka, où agriculteurs et éléphants se disputent les mêmes ressources. Là-bas, contrairement à ce libre troupeau, 80 éléphants sont piégés autour d'un point d'eau à cause d'une plantation de canne à sucre qui bouche le passage et les empêche de rejoindre leur territoire. Un drame qui risque d'entraîner l'extinction du troupeau. Les éléphants de Ceylan font partie du folklore. Leurs effigies décorent les temples, dont la construction a utilisé leur force. Aujourd'hui, les voici parfois considérés comme une menace pour l'économie parce qu'ils revendiquent un espace vital. Ce spectacle nous réconforte, mais tous les éléphants de Ceylan ne sont pas bichonnés de la sorte. À Ceylan, l'éléphant symbolise une contradiction qui oppose la nature et son développement. On peut considérer que cette sorte d'attrait touristique est un heureux compromis. Une scène anodine dans la périphérie de Candie. Les femmes sont belles, mais les fleurs artificielles, ce qui ne retire rien à la beauté des filles. Un comble tout de même, ces fleurs en toque sont vendues à l'entrée du plus grand jardin botanique de Sri Lanka. C'est probablement dimanche. Toute la famille se promène. Le touriste se mêle aux visiteurs ordinaires. J'ai loupé un charmeur de serpents. Voici un lot de consolation. T'as vu ça? La présence de cette jeunesse dorée peut s'expliquer par l'université de Peradeniya, proche des jardins. Un tiers des 18 millions d'habitants a moins de 15 ans. Au bout de cette vaste pelouse de 1600 mètres carrés, voici le gigantesque figuier de Java. Ça ne va pas trop mal pour lui. Le bon air de la région de Candie va de pair avec certaine aisance. Et puis l'école est gratuite, de la maternelle à l'université. Les nôtres ne sont tout de même pas aussi gros. Cela mérite bien quelques roupies.
l'inégalité sociale sévit. Mais malaxer sa nourriture avec les doigts reste une tradition singalaise. L'opulence n'est pas la distinction première des visiteurs. Le plus vaste jardin botanique de Sri Lanka est aussi celui des pauvres. Ce décor de rêve ne comble que la vue du touriste. Pour l'indigène, c'est une autre réalité. Mais cet homme de peine rêve peut-être de faire fortune. L'extraction du sable, sans doute destinée à la construction, évoque celle des pierres précieuses, très pratiquée à Sri Lanka. On en trouve partout, dans les rivières, au fond des vallées. Le travail s'effectue en équipe. Celui qui trouve une pierre, mêlée aux alluvions, partage le bénéfice avec les autres. Au sud de Kandy, la région de Ratnapura compte de nombreux puits. C'est un atout économique. Les méthodes d'extraction datent de l'Antiquité. Seule évolution notable, aujourd'hui, on les expose pour mieux appâter le touriste, souvent abusé dans la rue par des racoleurs. Mieux vaut acheter ces pierres ici, en toute sécurité. I take this one, sure. But, pas si bien que ça. This one. This broke. You don't have some other. Selon le principe des vases communicants, quand elles débordent, une fortune peut aussi déverser quelques miettes dans une rivière, pourvu que des pauvres barbotent dedans, en y faisant par exemple leur lessive. Une coutume répandue dans le tiers-monde, qui n'épargne pas tout à fait Sri Lanka, admet qu'un visiteur encombré se déleste de son surplus. Cela va du chewing-gum au stylo bille, en passant par quelques breloques jetées par-dessus bord. Bonjour. Bonjour. Ainsi se croisent les destinées. D'autres lessives perdurent, au loin, hors d'atteinte, seulement traquées par un téléobjectif qui leur demande pardon. Ni l'âge, ni la pauvreté n'y peuvent rien. L'élégance naturelle des Singalaises reste infinie. Située à 500 mètres d'altitude, c'est la capitale de la région montagneuse. Elle est construite au bord d'un lac, évidemment sacré. Kandy demeure un noyau culturel et spirituel. Pour les Singalais, c'est la plus belle ville du monde. La mode du blue jean n'a toujours pas fait ses ravages par ici. Ce serait tout de même dommage. Kandy est aussi une cité universitaire. 4000 étudiants sont accueillis dans l'université de Peradeniya, proche de la cité. La ville compte 100 000 habitants. Elle se distingue par son marché pittoresque. L'élégance naturelle des Sri Lankaises donne toute leur importance aux marchands de chiffons. Et c'est essentiellement l'affaire des hommes.
Comme tous les marchés du monde, celui de Kandy dégage un immense courant de sympathie. Une fois de plus, ce bain de foule asiatique est tout à fait chaleureux. Ce troisième œil, nommé caméscope, ébauche un semblant de complicité. Les périodes portugaises, hollandaises et anglaises s'étalent sur 5 siècles. Elles font place à l'indépendance en 1948. Ceylan reprend son nom antique de Sri Lanka en 1972. Ça va un peu mieux. Ce marché avenant reflète une situation privilégiée. Il y fait toujours beau. Il fait bon y vivre. On y est jeune, insouciant. Le meilleur de Sri Lanka se concentre à Kandy. C'est l'abondance. Bien sûr, on peut aller au-delà des apparences. Tout n'est pas rose. Kandy affiche certain dynamisme, mais cela reste tributaire du code de bonne conduite politico-religieux dont il est difficile de s'écarter. Peu gâtés en fait de biens matériels, tous courent plus ou moins vers un hypothétique nirvana. Mais Bouddha n'a qu'à bien se tenir. L'oncle Sam s'infiltre partout. Waouh! C'est une des plus belles étapes du voyage. Elle peut rivaliser avec le souvenir que laissent les marchés de San Cristobal au Mexique ou de Reykjavik en Islande. Le divertissement pur n'est guère approuvé par les bouddhistes orthodoxes. Mais à Kandy, la danse est trop célèbre pour la soustraire à la curiosité du touriste. La danse kandienne est un dérivé des rituels accomplis par les villageois pour obtenir les faveurs d'un dieu nommé Kaomba, bien antérieur à Bouddha. Les danseurs sont essentiellement accompagnés par des percussionnistes qui frappent sur des tambours recouverts de peau de singe ou de peau de zébu. Les masques représentent les démons de la maladie qu'il convient de conjurer. Le feu purificateur devient un artifice. Aux portes de l'enfer, des flammes voluptueuses caressent le diable. On peut y voir une assiette tendue vers le ciel. Quête ou offrande, tout dépend de la clémence du dieu Kaomba.
Danse religieuse et danse guerrière ne font qu'une, et la prière devient exorcisme. Quelque part surgit toujours une danse des moissons ou de la fertilité. Ces lointains rites folkloriques ont traversé les siècles. Ils sont devenus un spectacle renommé, en particulier à Kandy, grâce à l'école de danse d'Anumugama, proche de la ville. La danse kandienne comporte 18 genres, comme elle exorcise les 18 démons de la maladie. L'insurrection tamoule, l'attentat à la bombe en 1996 ont freiné le tourisme, qui reprend le dessus aujourd'hui. Le personnel est stylé. On verra plus loin quel sort réel lui est réservé. Au petit déjeuner, on a peut-être savouré du thé. Justement, la journée sera consacrée au thé, qui reste le fondement de l'économie sri-lankaise. Cette excursion nous balade à travers la montagne verdoyante et fertile. Les conditions climatiques sont idéales, à la fois pour le tourisme et la culture du thé, jusqu'à près de 2000 mètres d'altitude à Nuvara Eliya. Mais l'oncle Sam et son coca sont omniprésents. L'élégance des Singalaises reste sauve. Depuis le 19e siècle, les montagnes sont peuplées par une communauté tamoule amenée d'Inde par les Anglais pour servir de main-d'œuvre dans les plantations de thé. La couleur locale est entachée par les pubs. Pas sûr qu'ici, il s'agisse vraiment de thé. Et là, c'est bien de la bière qui concurrence le coca. Mais le thé domine. Sa qualité dépend de l'altitude. Ici, à plus de 1200 mètres, il pousse lentement. C'est donc le meilleur. Une seconde catégorie est comprise entre 600 mètres et 1200 mètres. Les thés médiocres poussent à moins de 600 mètres. Les pieds sont taillés, ils n'excèdent pas la hauteur d'une vigne. Ces pentes ensoleillées sont des jardins opulents. Des équipes de cueilleuses tamoules y récoltent les feuilles et les bourgeons de thé. Hello. L'apparition du thé à Ceylan succède à l'extinction des caféiers décimés en 1870 par un champignon vorace. James Taylor, colon écossais, eut alors l'idée de planter un arbuste à thé dans la région de Kandy. En 1873, les premiers ballots sont envoyés à Londres. La légende du thé de Ceylan était née.
ces sacs de toile seront bientôt remplis du fameux thé noir de Ceylan qui résulte d'opérations successives dans une manufacture que nous allons visiter. Première phase, le flétrissage. Les feuilles perdent la moitié de leur eau pour être ensuite roulées sans risque de brisure. Elles sont séchées durant 24 heures sur de longues claies par un courant d'air chaud à température contrôlée. Les feuilles à demi séchées sont ensuite broyées par des machines, ce qui déclenche le processus de fermentation. Cette manufacture de thé est une des plus représentatives de Ceylan, comme en témoignent ces machines modernes. Les machines nécessitent une main-d'œuvre masculine. À ce stade, la feuille proprement dite, ses huiles et ses cellules disparaissent pour devenir une sorte de poudre marron-noire. Les manipulations sont multiples entre les tapis roulants et les machines broyeuses. Tout l'art de la fabrication du thé consiste à stopper la fermentation au bon moment, ce qui déterminera le grade. Il faut savoir que depuis une dizaine d'années, le thé de Ceylan est inégal. Des plants de qualité inférieure portent préjudice aux productions haut de gamme. Tout porte à croire qu'ici, on fabrique plutôt du bon thé. Le commerce local regorge de mélanges hasardeux. Les meilleurs thés sont exportés ou servis dans quelques grands hôtels-restaurants. En 1925 est créé à Ceylan un institut de recherche pour le thé. En 1934, la production dépasse 100 000 tonnes contre 250 000 dans les années 90, derrière l'Inde et la Chine qui en produisent plus du double. Mais la renommée du thé de Ceylan a la peau dure, bien au-delà des frontières du pays, pourtant rebaptisé Sri Lanka en 1972. Au XIXe siècle, les colonisateurs britanniques ont investi cette région, devenue aujourd'hui un atout touristique. Quelque part, à 2524 mètres, culmine le sommet du Pidur Atagala. Mais un voyage organisé est parfois contraint au survol, du fait des méandres de son itinéraire. Pas question de musarder. L'hôtel nous attend. Si les yeux n'ont pas tout vu, les ventres, eux, sont toujours bien remplis. Alors, bon appétit. Peut-être que j'aille en chercher, moi aussi. Ah ben, moi aussi. Et le personnel, il est discret, efficace, mais qui s'en soucie? Un livre d'or accueille les remarques et suggestions du touriste. Qu'est-ce qu'on pourrait bien dire? Ceux-là au moins s'amusent et ne se cassent pas la tête.
bien ça. Hein, pour les inciter à prendre la licence comme il faut. Personnel. On s'interroge, entre autres, sur l'hébergement du personnel hôtelier, car on a par ailleurs glané des indiscrétions scandaleuses. Le soleil ne brille pas de la même façon pour tout le monde. Deux univers se toisent. Ceux-là font figure de nantis. Rien n'est trop beau pour le touriste. Cet hôtel est flambant neuf. Mine de rien, un membre du groupe a fouiné et vérifié les informations. Juste en face de l'hôtel, la situation est illustrée par une cabane où sont logés les domestiques. On y entasse jusqu'à 30 personnes qui ne disposent que de 3 ou 4 WC-douches. Une fois encore, le fossé entre les deux civilisations reste infranchissable. Bonjour la communication. Fermons la parenthèse subversive. Il reste la beauté du paysage. Ce lac magnifique se situe à quelques 2000 mètres d'altitude. On y élève des truites. Et tout autour, une promenade s'étend sur 10 km. La population des montagnes paraît heureuse. Nous sommes loin de la misère des grandes cités. Si bref soit-il, un signe amical est réconfortant. Outre la culture du thé, l'agriculture, en général, est une source de revenus essentielle, malgré les moyens archaïques. Une alternative peut concurrencer la culture maraîchère, pourvu qu'on ait le physique de l'emploi. Quitter la terre et revêtir un bel habit de serveur. Cette main-d'œuvre zélée s'entasse, la nuit venue, dans des cabanes insalubres. Ce sont là quelques réminiscences esclavagistes. Il y avait donc bien de quoi écrire sur le livre d'or. La mer est un peu trop démontée et les baignades pas recommandées. Nous sommes tout au sud de l'île. Ah, oh. Oh, c'est déjà. Oh, dis donc une iguane. Marcel, une iguane. Non, non, non. Un bébé marrant. Ah. Ces bestioles ne sont décidément pas très farouches. Ce petit mesure environ 60 cm. Oh. Il atteindra bien 2 mètres. Ce n'est qu'une halte pour dormir. Une parcelle presque anonyme de Sri Lanka qui a pour nous valeur de bout du monde. L'ambiance est bonne et le circuit agréable. Les signes amicaux sont fréquents entre Cingalais et touristes.
Nous longeons la côte sud de Sri Lanka. C'est tout simplement magnifique. Les haltes au bord de l'eau sont fréquentes. On n'a pas toujours le temps de se baigner. En revanche, on croise fréquemment de drôles de bêtes. Oh. Ah, il est beau, hein. Waouh. Ah, il est beau, là, hein. On le voit bien. C'est un iguane, cousin du varan que nous avons vu tout à l'heure. C'est l'extrémité sud de l'île, à proximité de la ville de Matara. Mais quelle est donc cette mystérieuse égérie qui semble veiller sur le sort des pêcheurs? Il n'y a pas que la pêche, mais aussi une forme d'artisanat kitsch néo-bouddhiste. Pour gagner quelques roupies, ce faux pêcheur tente d'apitoyer le touriste sur les dures conditions de travail de la profession. Mais la Providence veille. Ces figures mystiques nous prédisposent à l'affabulation, comme ces pêcheurs montés sur des échasses, qui n'attrapent aucun poisson et font semblant de perpétuer la tradition. C'est la 4e ville de Sri Lanka. Elle garde des traces portugaises, hollandaises et anglaises qui l'ont marquée depuis le XVIe siècle. Une marche tonique longe les fortifications au bord de l'eau. Galle est aussi un port assez important destiné à désengorger celui de Colombo. Voyons d'un peu plus près l'artisanat. Sous nos yeux se transforme le bois brut. Ces jeunes gens décontractés taillent le bois avec une surprenante habileté. Entre autres objets variés, ici sont fabriqués les célèbres masques de Sri Lanka. Ces monarques de pacotille exercent certaines fascinations. Adieu, Miss Ceylan. Ta compatriote est tout aussi souriante. Autant de petits riens qui, mis bout à bout, font aussi tout l'attrait du voyage. Après la côte sud, on remonte la côte ouest vers Bentota. Eh oui, les tortues de mer sont menacées. Les œufs sont pondus dans l'océan entre novembre et avril.
Des pêcheurs les récupèrent et les confient aux fermiers qui les couvent dans le sable. L'incubation dure environ 2 mois. Remettez-moi dans l'eau d'eau, la pauvre, elle crie. Des œufs et de la chair de tortue sont illégalement vendus sur les marchés. La carapace sert à la fabrication d'objets divers pour magasins de souvenirs. C'est un massacre. C'est aussi un divertissement, pas forcément pour les tortues. Cet élevage est financé par la visite des touristes, dont l'affluence est par ailleurs nuisible aux tortues, qui ne pondent plus si elles sont dérangées. Bref, le mâle qui rapporte est soigneusement entretenu. Il se pèse 40 kilos. Attention, attention. Attention, attention. Tandis que les nouveau-nés ne restent là que quelques jours, ces gros spécimens amusent le touriste. Une tortue peut vivre jusqu'à 200 ans. Cette ferme relâche 5000 bébés tortues chaque mois. Au total, toutes les fermes en restituent par dizaines de milliers à l'océan. Le nombre de survivants n'a pas pu être évalué. L'attraction de la journée sera la visite d'un des nombreux parcs nationaux de Sri Lanka. Pour la population locale, les bêtes curieuses, ce sont les touristes. Le parc s'étend sur plus de 30 000 hectares. C'est largement suffisant pour absorber le flux touristique. Mais l'étape reste aléatoire, c'est-à-dire soumise au bon vouloir des animaux qui daigneront se montrer. Le safari est un peu expéditif. Pour ralentir le rythme, il y a heureusement quelques chemins chaotiques. Évidemment, il y en a des éléphants. C'est l'essentiel de la faune sri-lankaise, qui survit au massacre. Quelques troupeaux vivent là, en liberté. C'est le moment de se souvenir que vers 1900, on dénombrait encore à Ceylan environ 12 000 éléphants sauvages. On n'en compte plus aujourd'hui que 2500, dont 500 domestiqués. Petit, viens. J'ai cru que tu allais venir vers nous. Il paraît que le parc abrite aussi des buffles et des ours sauvages. Rien de tout cela à l'horizon. Là, au bord de la mare, il y a une bestiole impressionnante, seulement pour le touriste.
c'est un iguane. Il y a aussi un varan. On confond facilement les deux. C'est un gros lézard pépère, presque sympathique. Ces marécages ne nous livreront pas tous leurs secrets. On est certainement loin d'avoir tout vu. Dans ces grands arbres, il y a encore les acrobaties de toute une famille de singes. Un paon, même pas orgueilleux, bouclera le périple. C'est un jour ordinaire, sans faste, auquel suffira une balade sur l'eau entre les palmiers. Je me suis un peu paumé dans le dédale des lagunes, rivières et canaux. Aussi, je ne garantis pas ce nom-là à 100%. Ce n'est pas désagréable comme expédition. Mais bon, dans le genre troisième âge en goguette, ce n'est pas mal non plus. Nous sommes censés rencontrer quelques créatures amphibies et autres oiseaux rares qui tardent à se montrer. Accroche-toi, mémé, ça tangue. Le groupe est réparti dans 3 ou 4 vedettes. En forçant un peu le trait, c'est carrément l'aventure. Hey, dis, tu te souviens de notre croisière sur la rivière Bendota? Ah, une autochtone à l'horizon. Elle récolte des roseaux et compte parmi les insulaires qui résident le long des côtes. Et cette faune prétendument foisonnante, les quelques rares spécimens rencontrés ont au moins le mérite de n'être pas farouches du tout. Ça mord, ça, hein? C'est comme un petit crocodile. Hein? Non, non, ce n'est pas un crocodile, mais un varan, comme ceux que nous avons vus tout à l'heure. Ce spécimen inattendu n'a rien de très aquatique. Mais pour donner un but à la promenade, nous accostons sur une île chez l'habitant. Un ouragan a vite fait de balayer ce genre de guitoune aussitôt reconstruite. Seule la douceur des tropiques permet une habitation aussi sommaire. Il y a 2 familles quand même. On se contente de peu, mais on est heureux et bien portant. En fait de tourisme, nous sommes ici en dehors des circuits officiels. La visite se veut conviviale, sous la bienveillance de quelques divinités. Nous sommes conviés à remonter aux sources de l'artisanat local. Et voilà, quelques bouts de végétaux tressés suffiront à notre éducation.
Joli, hein? Très beau. Bien sûr, ces braves gens, si accueillants, sont aussi les amis de notre guide. Moyennant quelques roupies, voici donc une étape au parfum authentique. Le dialogue est un peu mince, mais on en sort convaincu, avec la douce illusion d'avoir frôlé l'intimité de Ceylan. Hey, dis, tu te souviens de notre croisière sur la rivière Bentota? Oh, qu'il est beau. D'une flânerie à l'autre, nous glissons sur l'eau. La faune n'est pas craintive. Nous ne sommes que des chasseurs d'images. Oh, c'est magnifique. Eh oui. L'organisation nous balade hors des circuits touristiques. Cela peut rimer avec authentique. Ce n'est pas pour nous déplaire. Voici une autre halte chez l'habitant, un militaire en retraite. Le dialogue reste succinct, mais le thé de Ceylan est bon. Le voyage touche à sa fin. Nous quittons cette rive d'un bout du monde avec un peu de vague à l'âme. La prochaine étape sera la dernière, dans un hôtel de luxe de la côte sud à Bentota. C'est avant tout une station balnéaire. La température de l'océan Indien avoisine les 30 degrés constants. Toute une faune encercle l'hôtel. C'est un des charmes des tropiques. C'est pas du bidon. Ces énormes lézards, nommés varans ou iguanes, font partie du décor familier. Cette douce torpeur pourrait bien être interrompue.
La pêche est aussi une activité courante à Bentota. Voici justement des pêcheurs au filet. Cela reste très artisanal, pour ne pas dire archaïque, mais c'est superbe à filmer. Il se doute bien que je ne lui achèterai rien. Il écoulera sûrement son maigre butin auprès des restaurants d'alentour. Mais il est fier de me le montrer. Que restera-t-il d'un tel périple? Cela va de la vision d'un paradis bien éphémère à la béatitude suprême. À chacun son nirvana. Le voyage n'est jamais fini. À bientôt.